Jack London, Cro-Blanc. Chapitre 5. La tanière. Durant 2 jours, ils restèrent dans les parages du camp indien, où les retenait la fascination de la louve. Mais un coup de fusil qui claqua un matin et une balle qui vint s'écraser sur un arbre à quelques pouces du borgne les firent détaler. Ils coururent 2 jours, mettant des milles et des milles entre eux et le danger. La louve courait moins vite, alourdie. Et même, en poursuivant un lièvre, elle dut s'arrêter et se reposer sur la neige. Le vieux loup s'approcha d'elle et gentiment posa son nez sur le cou de la femelle. Il reçut en réponse une morsure d'une telle férocité qu'il en culbuta sur la neige et resta ébahi dans une posture grotesque. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait, une faille dans une falaise érodée par le vent qui surplombait un affluent du Mackenzie entièrement gelé à cette époque. C'était un étroit boyau, où la louve rampa sur une longueur de 3 pieds environ. Au-delà s'ouvrait une sorte de petite chambre ronde, sèche et confortable. Elle inspecta minutieusement l'endroit, tandis que le vieux loup attendait au dehors. Elle tourna plusieurs fois sur elle-même, et avec un soupir fatigué se laissa choir par terre. Le borgne du dehors la regardait avec intérêt. Dressant les oreilles en pointe, la louve s'agitait maintenant d'avant en arrière, la gueule ouverte avec béatitude. Toute sa manière d'être exprimait la satisfaction et le soulagement. Le vieux loup, qui n'avait pas été invité à entrer, attendait fidèlement à l'extérieur. Il se coucha en rond pour dormir, voyant que la louve ne ressortait pas. En vain. Un brillant soleil d'avril rendait la neige aveuglante, et un moustique qui avait survécu à l'hiver, réchauffé par le timide printemps, vint même bourdonner autour de ses oreilles. La faim le gagnait, la louve ne ressortait pas. Il finit par se lever et partir seul à la chasse. Il traversa facilement le lit glacé du torrent, puis pataugea plusieurs heures dans la neige rendue molle par l'imminence du dégel. Les lièvres légers, eux, volaient comme des flèches à la surface de la neige. Il se fatigua inutilement à leur poursuite et revint au milieu de la nuit à la grotte, plus affamé qu'il n'était parti. À l'entrée du couloir, il s'arrêta, surpris. Des sons faibles et bizarres, des petits gémissements lui parvenaient de l'intérieur. Il essaya bien de démêler la chose et s'avança en rampant dans le boyau. Mais comme il allait déboucher dans la caverne, un énergique et menaçant grondement de la louve lui signifia qu'il eut à faire marche arrière. Il obéit alors, et résigné se coucha en rond sur la neige et s'endormit. Au matin, dans la demi-obscurité de la caverne, il aperçut entre les pattes de la louve et pressés le long de son ventre 5 petits paquets informes, débiles mais vivants, vagissants et dont les yeux étaient encore fermés. Ce spectacle ne lui était pas nouveau, certes, mais pour lui c'était toujours un étonnement. La louve le regardait avec inquiétude, guettant chacun de ses mouvements, grondant sourdement dès qu'il faisait mine d'approcher. La chose ne lui était jamais arrivée, mais son instinct fait de la mémoire inconsciente de dizaines de générations de louves lui faisait connaître que certains loups n'hésitent pas à dévorer leur nouveau-né sans défense et à se repaître de leur propre progéniture. Et à l'instinct de la louve correspondait un autre instinct ancestral chez le vieux loup borgne et commun à tous les pères loups. C'est qu'il lui fallait sur le champ quitter la tanière et chercher désormais de la nourriture pour 2. Il partit aussitôt, trottant des milles et des milles sans rien apercevoir. Il remonta un torrent et finalement tomba sur une trace fraîche. Il la suivit quelque temps, s'attendant à voir paraître d'un instant à l'autre l'animal qu'il suivait. Mais il s'aperçut bientôt que les traces étaient beaucoup plus larges que les siennes, ce qui ne présageait rien de bon d'une rencontre. Il abandonna la trace et repartit en quête. Quelques centaines de mètres plus loin, ses oreilles perçurent un bruit léger de dents qui rongeaient quelque chose. Bientôt, il découvrit un porc-épic qui, dressé contre un arbre, aiguisait ses dents sur l'écorce. Il s'approcha prudemment, quoique sans grand espoir. Il avait déjà rencontré des porcs-épics, mais aucun ne lui avait jamais servi de nourriture. Cependant, qui sait? Il avança donc. Aussitôt, le porc-épic se mit en défense, roulait en boule et dressant dans tous les sens ses interminables piquants aigus, défiant toute attaque. Une fois, dans sa jeunesse, le vieux loup avait reniflé une semblable boule, inoffensive en apparence.
Il en avait reçu un coup de queue solidement appliqué qui lui avait laissé dans le nez un piquant tellement bien enfoncé qu'il l'avait promené des jours, avec une inflammation du nez horriblement douloureuse, jusqu'à ce que le dard tombât de lui-même. Rendu prudent par cette expérience, il se coucha donc paisiblement sur le sol, attendant patiemment que le porc-épic se déroulât pour essayer de déchirer d'un coup de griffe le ventre tendre et désarmé. Une demi-heure plus tard, il était toujours là. Il se leva et, grondant, s'en alla. Trop souvent, dans le passé, il avait attendu vainement auprès des porcs-épics enroulés. Un peu plus tard, il tomba sur l'un de ces coqs de bruyère que l'on appelle des ptarmigans. Alors qu'il avançait en silence dans un taillis, observant les traces qui pourraient s'y trouver, il tomba soudain sur l'oiseau, perché sur une souche à 30 centimètres de lui. Tous deux s'aperçurent en même temps. L'oiseau claqua bruyamment des ailes, mais le vieux loup fut le plus rapide et d'un bond l'étrangla net. Il commençait à le manger, lorsque, se souvenant tout à coup, il saisit le ptarmigan dans sa gueule et reprit chemin de la tanière. Observant toujours les empreintes sur le sol, il retrouva les mêmes traces qu'il avait suivies et avança prudemment. En tournant un rocher, il aperçut soudain le faiseur d'empreintes. Il s'aplatit instantanément au sol. C'était une énorme femelle lynx. Comme lui, le matin elle était couchée par terre et guettait patiemment en face de la même boule hérissée et immobile. Le loup déposa le ptarmigan à côté de lui sur la neige et à son tour s'allongea. Le lynx et le porc-épic attendaient. L'un et l'autre prétendaient vivre, mais la vie de l'un passait par la mort de l'autre. Dans le drame, le vieux loup ajoutait son droit à la vie. Qui sait ? Avec un peu de chance, peut-être aurait-il aussi sa part de viande et de vie. Une demi-heure passa, puis 1 heure. La boule épineuse aurait tout aussi bien pu être de pierre, le lynx être un bloc de marbre et le vieux loup être mort tellement rien ne bougeait. Mais, sous cette inertie apparente, la tension de la vie était au contraire poussée à son maximum. Le borgne leva légèrement le nez et observa avec un intérêt accru. Quelque chose se passait enfin. Le porc-épic commençait à se dérouler précautionneusement. Il avait enfin jugé que son adversaire était parti. Lentement, il détendit son impénétrable armure et n'était pas encore entièrement déroulé lorsqu'il aperçut le lynx. Au même instant, celui-ci frappait comme la foudre. Les griffes effilées comme des rasoirs atteignirent le rongeur au ventre et d'un rapide mouvement en arrière le déchirèrent dans sa largeur. Mais le porc-épic avait vu le lynx 1/1000 de seconde avant l'attaque, et d'un contre-coup de sa queue avait eu le temps de planter dans la patte qui se retirait une moisson de dards. Au cri d'agonie de la victime répondit le hurlement de surprise et de douleur mêlé de l'attaquant. Le gros chat, qui avait d'abord sauté en arrière, se rua d'un bond sauvage sur son adversaire, oubliant toute prudence. Avec des piaulements et des grognements, le porc-épic tentait de reformer en défense sa pauvre anatomie blessée. Il eut la force de détendre encore vigoureusement sa queue qui frappa le lynx en plein sur le nez. Semblable à une pelote d'épingles monstrueuse, le félin éternua, rugit et essaya avec les pattes de se débarrasser de ces terribles piquants. Il frotta follement son nez dans la neige, contre les branches et les buissons, sautant en tous sens, se livrant à une fantastique pantomime, avec des bonds d'acrobate, rendu fou de douleur et de rage. Enfin, miaulant puis hurlant à chaque pas qu'il faisait, le lynx partit droit devant lui et se lança dans une course folle. Ce ne fut que lorsque ses cris furent éteints dans le lointain que le vieux loup se hasarda à s'avancer vers le rongeur. À son approche, le porc-épic poussa bravement son cri de bataille en faisant claquer ses longues incisives. Il avait presque réussi à se rouler de nouveau en boule, mais la défense était imparfaite et la boule incomplète. Il était trop grièvement blessé et saignait abondamment. Le borgne commença par mâcher la neige rougie de sang et la trouva bonne. Ce fut un excitant à son appétit et il eut encore plus faim qu'avant. Mais c'était un trop vieux routier pour oublier sa prudence coutumière, et tandis que le porc-épic continuait à gémir et à grogner en grinçant des dents, il attendit tranquillement. Bientôt, le porc-épic eut un tremblement, et les longs piquants s'abaissèrent tous ensemble. Puis il ne bougea plus. Le loup attendit encore,
avant de le retourner d'un coup de patte rapide. Il était mort. Alors, après avoir examiné par quel bout le prendre, le vieux loup le serra entre ses dents et se mit en devoir de le ramener à la tanière, en tendant le cou pour le tenir loin de son propre corps. Puis il se souvint qu'il avait oublié quelque chose, et posant le cadavre du porc-épic, il revint chercher le Ptarmigan. Il hésita un instant, puis se décidant tout d'un coup, il dévora l'oiseau. Il reprit ensuite le porc-épic. Lorsqu'il arriva à la tanière, la louve inspecta avec inquiétude ce qu'il ramenait, puis le lécha sur le cou. Elle grognait bien encore, mais moins méchamment. Le vieux loup-borgne se conduisait exactement comme doit se conduire un bon père qui ne songe pas à manger ses enfants. Fin du chapitre 5.